Merci Anne-Marie, merci de votre invitation Je vais essayer de mettre un chronomètre parce que vous savez, je suis très 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 bavard et comme il n'y a pas l'heure sur le truc, pardon. Voilà. Et donc, oui, un sous-titre un peu long, mais qui voudrait vous mettre tout de suite dans une perspective. Alors, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous faire la monographie de Vichy, les Romains, les Gaulois. Non, même s'il y a du latin au début, j'irai très très vite dans la période contemporaine, que c'est la période contemporaine qui m'intéresse le plus, de par je dirais, ma spécialisation, mais aussi parce qu'il se passe des choses, et même une sorte d'actualité à laquelle Anne-Marie n'avait pas du tout pensé, c'est que Vichy, et vous voyez, on a déjà le V de la victoire, Vichy vient d'être inscrit au patrimoine mondial. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bravo Vichy, bravo. Bien. J'aurai évidemment l'occasion d'évoquer un peu cette affaire. On ne parlera pas trop du patrimoine mondial car c'est une question complexe, mais je répondrai éventuellement à des questions. Mais ce n'est pas complètement un hasard. Y aurait-il des connotations, ce que j'appelle un génie du nom, qui fait que Vichy est arrivé là, malgré les lourds handicaps que porte la ville de Vichy. Je n'ai pas besoin, évidemment, d'y insister, car Vichy s'associe à de nombreux autres noms, souvent prestigieux, mais il y a aussi, dans un raccourci, une polysémie, si vous voulez, qu'il faut accepter et qu'il faut assumer quand on est vichysois ou qu'on aborde ces questions-là. C'est évidemment le fait que, grâce à des collègues américano-canadiens, j'insiste pas, on dit maintenant sous Vichy. Vous savez, autrefois, sous le régime de Vichy, sous Pétain. Non, maintenant, on dit Vichy. Pendant Vichy. Hein, qui signifie le régime, le fameux régime de Vichy, qui a duré 4 ans, je vous rappelle, puisque dans la problématique et dans l'argumentaire, car en fait, je suis historien de l'art, mais je me suis transformé en communicant, je ne sais pas comment on appelle les gens qui font du marketing. Des marketeurs? Non, il n'y a pas de mot. Enfin voilà, en maître du marketing, et donc j'ai lancé une formule qui est 2000 ans de thermalisme, 4 ans de Pétain. Bon, quand même, peser un peu relativiser tout de même. Mais nous en reparlerons rapidement de Pétain. Mais paradoxalement, en termes de marketing, eh ben Pétain, c'est pas si mal. Parce qu'il a fait parler aussi de Vichy. Et il fait partie d'une histoire, alors évidemment, tout de suite, les guillemets, une lourde histoire, une sombre histoire, et ainsi de suite. Mais il n'empêche qu'il a contribué indéniablement à la notoriété de Vichy. Alors, c'est aussi un complexe très français. Inutile de vous dire que c'est un complexe vichysois. Les vichysois ne se sont toujours pas remis. Hein. Alors, on espère que justement, dans leur thérapie très lente et longue, le fait d'être patrimoine mondial va peut-être les aider à sortir de leur complexe. Hein, parce qu'il y a un livre autrefois qui s'appelait comme ça, Les complexes de Vichy. Donc, je disais une perspective. Si j'en avais le temps, je ferais déjà une analyse sémiologique de cette affiche. J'insiste sur le 1928, car vous allez voir évidemment déjà comment se met en place un certain nombre de thèmes, un certain nombre d'éléments qui sont des clés de compréhension, en fait, de Vichy. Je vais m'intéresser, question qui me passionne, à l'identité de la ville, à la manière, d'une certaine façon, dont la ville est perçue, certes, mais surtout comment elle s'est construite. Parce que je suis constructiviste en matière d'identité. Je ne crois pas que simplement on reçoive. Alors bien sûr, ils ont reçu, mais ils ont aussi énormément construit. Et c'est très intéressant de voir comment la ville se construit. Je suis quand même historien de l'architecture au départ, hein, pas seulement dans le marketing. Donc historien de l'architecture, comment la ville se construit, mais également ensuite, comment se construit une image. Et ça, c'est une vieille histoire. On a tendance trop facilement à croire que ce sont des problèmes uniquement du XXe siècle. Déjà au XIXe siècle, Vichy construit son image. Elle a un certain nombre de facteurs que j'ai évoqués, que j'évoquerai rapidement. Et le fait, par exemple, j'insiste sur le autoproclamé, un jour elle décide de se déclarer la reine des villes d'eau.
Ça lui vient d'où? Il n'y a même pas eu, vous voyez, une réunion de toutes les villes d'eau pour. C'est pas Miss France, hein, non, tout seuls. Alors, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à tenter l'affaire, mais c'est eux qui réussissent en quelque sorte pendant toute une période à imposer cette idée que Vichy serait la reine des villes d'eau. Donc vous voyez, on va toujours être dans les sphères élevées. Capitale de Pétain, je n'insiste pas. Et alors, évidemment, l'aventure des cosmétiques, et pas seulement des cosmétiques, car Vichy, c'est aussi des bonbons. On voit tout de suite le mépris. Non, c'est des pastilles. Des pastilles. Donc là, on a l'ambivalence entre le bonbon et la médecine. Voilà. Donc c'est plein de choses comme ça que je vais essayer de passer en revue un peu rapidement, en essayant évidemment de ne pas être trop long dans mes réflexions. Alors, on va quand même partir, si vous voulez, de quelques perspectives sur cette affaire de patrimoine mondial, parce que tout de même, le fait que Vichy soit inscrit au patrimoine mondial a été un peu une surprise. Alors attention, Vichy n'est pas inscrit au patrimoine mondial tout seul. Ça ne serait jamais passé. Mais dans une série, vous savez qu'il existe parmi les procédures possibles pour obtenir le label. Vous voyez qu'on est de nouveau dans les labels. Hein, label, logo, enfin on est bien dans le marketing. Et le patrimoine mondial, c'est aussi du marketing touristique, et ainsi de suite. Et donc, pour obtenir ce label, on peut aussi faire des associations, ce qu'on appelle des séries. Et Vichy a eu la chance d'être intégré à une série de 11 villes dans 7 pays européens. Et c'est ce projet qui a été reconnu patrimoine mondial. Vous comprenez? Ce n'est pas Vichy seul. On y reviendra sans doute. Mais donc, je vous montre une vue aérienne de Vichy pour vous situer juste quelques éléments, parce que c'est le secteur thermal de la ville qui est là, avec fondamental ce parc de l'Allier, création de Napoléon III. On entendra plusieurs fois parler de Napoléon Ier, Napoléon III, je ferai un petit historique quand même, bien évidemment, fondamental. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une ville d'eau de montagne, on n'est pas dans une ville d'eau qui est un site, certes lié à l'Allier, qui est loin d'être désagréable, mais ce n'est pas un site naturel très porteur. Donc il a fallu là aussi que la ville, en quelque sorte, se crée les moyens je dirais, de répondre à un imaginaire de la ville d'eau dans lequel la nature tient une place. Et voyez, ce premier parc, le plus ancien, c'est celui-ci. Eh bien, c'est un parc qui est décidé par Napoléon Ier, et ce grand parc, qu'on appelle le parc de l'Allier, est décidé et conquis d'ailleurs plus ou moins sur l'Allier par Napoléon III, qui sont des grandes phases, si vous voulez, de développement de cette ville. Alors, des établissements thermaux, vous en avez un ici, mais qui ne l'est plus, qui est maintenant une antenne universitaire. Les Célestins, ici vous ne les voyez pas, enfin, mais vous connaissez évidemment Vichy-Célestin, vous ne pouvez pas ne pas connaître Vichy-Célestin. Et puis l'établissement thermal ancien se trouve presque invisible, vous voyez une coupole ici, et puis les sources, les hôtels, beaucoup de grands hôtels, bien sûr, en bordure du parc. Enfin, voilà ce qui va caractériser d'une certaine manière la ville d'eau, et cet énorme bâtiment qui comporte un théâtre, salle de jeu, opéra, car pas de ville d'eau sans casino. Et je vous rappelle qu'on peut aussi dire l'inverse, pas de casino si ce n'est pas une ville d'eau. Pendant longtemps, la loi a interdit d'ouvrir des casinos hors des villes d'eau. Alors après, il y a eu les villes balnéaires, et puis la loi, mais sous Napoléon Ier déjà. Pourquoi on crée des casinos? Parce qu'on espère que ça va permettre de financer la construction des villes d'eau qui sont de salubrité publique, bien évidemment, pour pouvoir soigner les citoyens. Eh bien, on réserve les casinos. Et la question des casinos est fondamentale. Quand la Prusse ferme ses casinos pour des raisons morales, reflux sur la France. Quand la France commence à faire un certain nombre de problèmes sur les casinos, eh bien, il y en a un qui était en Allemagne et qui va à Monte-Carlo. Vous voyez, donc, un mot de la configuration de cette ville. Alors ici, je vous montre le périmètre de ce qu'on appelle le bien en termes de... C'est un langage UNESCO, c'est un peu compliqué avec des termes qui ont... Le bien, c'est la partie, si vous voulez, qui est véritablement inscrite au patrimoine mondial, mais ce bien doit être entouré d'une zone tampon.
zone tampon qui le protège et dans laquelle il y a aussi des contraintes. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre, par exemple, des éoliennes autour de ce site. Enfin, il y a toute une série de contraintes. Alors, en revanche, j'ai mis ici, excusez-moi, état initial, parce que à la dernière minute, ce périmètre a été modifié pour une raison que je ne vais pas expliquer en détail, mais vous le comprendrez très très vite sur ce plan-là. C'est que ici il y a la gare, et tout le plan de Vichy a été conçu en fonction de la gare, avec des avenues qui partent. Et ICOMOS, qui est donc l'institution qui donne des avis pour ensuite faire ces classements, a estimé que la gare ne pouvait pas ne pas être dans le secteur du bien, étant donné qu'elle joue un rôle urbain fondamental. C'est un argument très très juste. Sauf que, et je le dis tout bas, mais j'espère que ça ne sera pas trop répercuté, c'est que tout ce secteur-là, alors il y a la mairie quand même là, bon, très belle mairie, mais il y a des tas de secteurs là qui n'ont aucun intérêt. Vous avez l'impression d'être dans la première sous-préfecture venue. Et donc, ça va devenir quand même un secteur patrimoine mondial. Hein, il y a 2-3 rues très bien. Il y a la rue de Strasbourg, par exemple, qui est très belle, avec des belles villas Art Nouveau, très bien. Mais d'autres secteurs... Donc, vous voyez, c'est toujours ça le problème de classer, et ça a des conséquences de classer, hein, évidemment, en termes de gestion pour la ville aussi, de classer tout un secteur. Et donc, mon information, mes plans sont périmés, en un mot, parce qu'il y a eu cette décision de dernière minute de modifier... voilà. Alors, je voudrais vous faire un petit parcours historique du développement de Vichy, avec aussi, en retenant quelques éléments clés du patrimoine, alors cette fois au sens un peu traditionnel du terme, c'est-à-dire l'architecture, les parcs, quelques éléments clés, si vous voulez, de ce patrimoine vichysois, qui ont justifié son intégration à cette fameuse liste, dont je vous dirai un petit peu plus de détails sans doute tout à l'heure, mais comprenez bien que la série s'intitule « Les grandes villes d'eau d'Europe ». Alors évidemment, c'est beaucoup cassé la tête pour le trouver, ce titre. En un mot, c'était le titre provisoire du tout début, et on n'a jamais trouvé mieux. Donc on est resté sur les grandes villes d'eau d'Europe. Mais grandes comment? Grandes en quoi? Sur quels critères sont-elles grandes? C'est assez problématique. Mais toujours est-il que c'est les villes qui se considèrent, j'insiste sur se considèrent comme les plus importantes, les plus belles, les plus luxueuses, les plus célèbres, les plus connues internationalement. Et là, c'est un mot-clé évidemment. Ça justifie la série, d'une certaine manière aussi internationale, puisqu'il y a 7 pays qui sont impliqués. Alors, je voudrais... oui, là, vous avez... Ah oui, j'avais mis ce petit plan, vous voyez la gare ici? Et vous voyez comment les avenues, ça a plus ou moins été respecté, mais enfin, les avenues, il y a tout un ensemble, si vous voulez, qui se forme comme ça, et c'est vrai que ce plan de ville est assez régulier, assez original, et ne se conçoit pas, bien sûr, sans aussi le fameux parc qui fait toute la jonction le long de l'Allier. Ce plan a été dessiné sous Napoléon III. 1860, 1861, c'est un des moments clés du développement de cette station thermale qui a déjà une certaine notoriété, mais n'est pas encore la ville que l'on va connaître. Alors, pour quand même dire un mot des Romains, il se trouve, si certains connaissent un peu l'archéologie, il existe une table, la Tabula Peutingeriana, d'un certain monsieur qui s'appelait Peutinger, qui a recopié un plan médiéval qui était lui-même une copie d'un plan romain de l'Empire qui donne toutes les routes de l'Empire. Et il y a quelque chose de très très original sur ce plan, vous voyez, c'est qu'il y a ces bâtiments-là. Et ces bâtiments correspondent à des eaux aquis, à des eaux. C'est-à-dire que déjà, inutile de vous dire le lien des Romains avec les eaux, pas seulement les eaux en général et les thermes, mais même les eaux thermales, puisque nous parlons bien d'eau thermale. Et il y a ici Aquis Calidis, dont vous imaginez un peu être déjà au temps des Romains, d'où ma formule 2000 ans de thermalisme. C'est attesté, hein, il y a eu des fouilles, on a trouvé même des ex-voto, enfin, il y a un culte, il y a vraiment qu'un souci, c'est une station qui existait au temps des Romains, comme Baden-Baden, comme Bath en Angleterre. Hein, une petite réflexion sur le nom, justement, Baden-Baden, Bath, on voit bien, hein, il y a Bain, et puis il y a Aix. Hein, beaucoup de villes
je dirais, leur identité est en quelque sorte profondément marquée par cette évocation de l'eau, des eaux. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a Aix-en-Provence. Ben oui, parce qu'Aix-en-Provence, du coup, a pu se débarrasser un peu de son identité thermale, même s'il y a encore quelques restes. Mais Aix-les-Bains, vous imaginez qu'Aix-les-Bains puisse se débarrasser de son identité thermale? Eh bien non, c'est très difficile, mais ça pose problème. Ça pose problème. Vichy ne se rapporte pas, ce n'est pas une étymologie qui vient de l'eau, des eaux, des bains ou quoi que ce soit. Donc c'est très original. Alors, il y a toujours eu des bains donc à Vichy. On a une petite, un dessin tout à fait savoureux du XVIe siècle qui montre sans doute qu'à cette époque, on doit encore se baigner dans les piscines romaines. Hein, et comme disait Flaubert, ah, les Romains, hein, parce qu'évidemment, dans chaque station thermale, on se vantait d'avoir des bains romains. Plus vous remontez haut, et plus certainement vos eaux sont bonnes et bien connues et attestées, ainsi de suite. Mais évidemment, si c'était des piscines du temps des Romains, on pouvait le regretter. Première phase, si vous voulez, fondamentale pour la création de cette ville, même s'il y a déjà eu évidemment des transformations précédemment, c'est le Second Empire, 1860, cette conception urbaine. Un détail, on ne dit jamais, on ne dit plus, on l'a dit pendant très peu de temps, Vichy-les-Bains. On n'a même pas besoin de dire Vichy-les-Bains. Il suffit de dire Vichy et on le sait. Pendant une période, on a dit un peu Vichy-les-Bains parce que pendant quelques temps, il y avait les bains, ici, et, j'ai juste mis la photo dessus, c'est bête, et Vichy-la-Ville, qui est derrière la photo, excusez-moi, derrière la lithographie. Donc il y avait encore une petite distinction parce que il y a un vieux bourg médiéval à Vichy. Et donc, mais très vite, la ville d'Eau a complètement englobé le bourg médiéval et on n'a plus dit Vichy-les-Bains, ce qui me semble très significatif. Donc une architecture typique du Second Empire, pittoresque bien évidemment, d'autant plus qu'on est dans un lieu de pittoresque. On a, si vous voulez, certains des édifices de Vichy à cette époque-là sont les mêmes qu'au Bois de Boulogne à Paris. On est vraiment dans cet univers, dans cet imaginaire qui entremêle architecture et pittoresque, nature. La preuve, c'est que Napoléon III se fait construire des chalets. Ça, c'est la copie conforme des pavillons d'entrée du Bois de Boulogne, fait justement par Daviou en 1858, enfin quelques années avant. Haussmann est passé, bien évidemment. Tout le monde suit l'empereur. Et l'empereur commence à ce moment-là à faire des cures, il va en faire toute une série, à Vichy. Et l'empereur investit énormément. C'est lui qui offre l'église, c'est lui qui fait toutes les démarches également pour qu'il y ait le parc. Et on construit un casino. Alors, mentionnons un fait qui est fondamental pour comprendre l'histoire de Vichy. Il y a toujours 3 acteurs à Vichy. 3 acteurs, et dès qu'il y a 3 acteurs, ça veut dire aussi des négociations, des difficultés. Le premier acteur, c'est l'État. Car, je ne sais pas raconter tous les Bourbons et ainsi de suite, mais il se trouve que les sources de Vichy, les eaux de Vichy, appartiennent à l'État. Qui, à partir de 1853, vous voyez, on entre dans le Second Empire, décide de ne plus les gérer ou de s'en occuper aussi directement, mais fait une concession à une société qui va donc s'appeler la Compagnie fermière des eaux de Vichy. Cette compagnie fermière, elle existe toujours, avec des mutations, des rachats, je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle existe toujours. Donc, premier acteur, l'État. Deuxième acteur, la compagnie fermière, qui a changé son nom très récemment en Compagnie de Vichy. Le fermière, ça fait un peu campagne. Donc, et le troisième acteur, la ville, qui à cette époque-là n'a quasiment pas son mot à dire, mais qui est devenu, ou surtout aujourd'hui, un acteur fondamental, puisque c'est la ville qui est en train de récupérer la propriété des eaux. C'est tout récent, c'est des choses qui se sont faites cette année ou l'année dernière. On est en pleine mutation dans le monde du thermalisme, parce que l'État se désengage. Et donc, la ville a déjà récupéré les parcs de l'Allier, va récupérer le parc central, le parc de Napoléon Ier. Vous voyez, la ville devient de plus en plus responsable, en quelque sorte, du devenir du patrimoine et de l'architecture à Vichy. Alors, dès l'époque de Napoléon III, évidemment, Vichy rime non pas tant seulement avec les eaux, mais avec la musique.
c'est un des hauts lieux de la musique, et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre le portrait d'Isaac Strauss, que Vichy réussit à prendre à Aix-les-Bains, parce que c'est le chef d'orchestre déjà très très à la mode, et il va finir sa carrière chef d'orchestre des bals de l'opéra, chef d'orchestre des Tuileries, enfin vous voyez, quand Napoléon III vient pour la première fois à Vichy, il s'installe dans la villa que s'est fait construire Strauss, excusez-moi, des fois je strauss un peu, à Vichy, sur le parc, vous voyez. Et donc, cette dimension-là est fondamentale, car ce n'est pas seulement un musicien, Isaac Strauss, c'est un homme d'affaires. Il gère les salons de l'établissement thermal que vous avez là-bas, et il va contribuer, si vous voulez, au lancement de ce qu'on appellera déjà à l'époque la saison de Vichy. Car évidemment, c'est un des hauts lieux de la musique, même des créations ont pu se faire à Vichy. Voici, là vous avez, je dirais, une image assez typique, parce que à l'arrière-plan, c'est le premier casino de 1865. Alors financé, même avec l'État participe à tout cela. Hein. Alors, bien sûr, il y a la compagnie fermière qui a eu la concession à la condition de construire un nouvel établissement. Enfin, il y a toute une série de charges, bien évidemment, qu'elle assume, mais l'État est derrière. Et la marquise que vous voyez là est typique, au contraire, des années 1900. Elle est venue se rajouter au moment où on a étendu à côté du casino pour faire un opéra absolument somptueux, un des plus beaux, pour moi, un des plus beaux opéras de France. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure. Deuxième époque clé, alors les époques de développement de Vichy correspondent toujours à des concessions. La concession précédente étant arrivée à terme, je ne vous fais pas tout le détail des concessions évidemment, mais l'État enjoint au nouveau... en renouvelant la concession, de construire un nouvel établissement, un opéra et toute une série de choses dont vous avez des traces ici, de reconstruire la buvette des Célestins que vous avez en bas ici, avec le côté grotte, hein, parce qu'elle sort c'est bien évidemment pas à cet endroit-là qu'elle sort, mais pour évoquer le fait qu'elle sorte effectivement une trentaine de mètres en dessous dans une grotte. Hein, l'idée aussi de toujours garder le caractère mystérieux et fascinant d'une eau thermale qui surgit et qui est bienfaitrice. Avec donc toute la dimension de mondanité qui s'impose. Vous voyez, parallèlement, on reconstruit l'établissement thermal avec même des édifices un peu orientalistes. Et bien sûr aussi, on s'attaque au casino. C'est les deux piliers en quelque sorte. Ce n'est pas occuper des hôtels. On a laissé le privé quand même construire les grands hôtels. Le hall des sources, pas mal transformé dans les années, pas seulement dans les années 30, mais même dans les années 50. On n'a plus les magnifiques buvettes 1900 comme elles étaient. Vous avez là la source donc, que je viens de vous montrer en plus petit, des Célestins, reconstruite alors cette fois plutôt en style, je dirais, français, 18e, parce qu'on joue sur plusieurs imaginaires dans l'architecture thermale, et le parc, avec le kiosque, les boutiques, les promenoirs qui deviennent célèbres, parce que en fait, toutes les villes d'eau ont ce type de grand promenoir. Alors, à Vichy, ce n'est pas toujours inutile, parce que de temps en temps, il pleut quand même assez copieusement. Donc, pour se rendre des sources au casino, ou bien aller vers les hôtels qui sont là et tout ça, eh bien, la galerie est bienvenue, mais c'est aussi la galerie promenoir, la galerie, si vous voulez, un peu comme l'escalier de l'Opéra à Paris. C'est la galerie aussi où on se montre en toilette et tout cela. Il y a une dimension mondaine qui devient de plus en plus importante dans le cas de Vichy. Voici l'établissement thermal. Oserais-je dire ce qu'il en reste? Ce qu'il en reste, parce qu'il y a toute une aile qui a été démolie. Ça, moi, je pensais que ça ne passerait jamais auprès de l'UNESCO. Un établissement thermal 1900, superbe, peinture de symboliste de Osbert, la grande coupole. Bon, très bien, c'est beau, mais dès que vous êtes derrière, vous tombez sur un Novotel. Donc ça, je pensais quand même que les experts débarquants allaient être un peu choqués. Mais ils n'ont pas considéré que c'était, si vous voulez, un élément suffisant pour retirer en quelque sorte à Vichy son aura. Parce qu'indéniablement, il y a une forme d'aura. Vous voyez les cabines de luxe de 1900 avec de magnifiques carreaux de faïence, enfin, mais il n'en reste qu'une partie.
Et cet établissement thermal, cette partie-là ne fonctionne plus en tant qu'établissement thermal. Donc j'y reviendrai. L'opéra, sans doute un des plus beaux, à mes yeux, opéras Art Nouveau de France. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, on le reverra tout à l'heure. Les grands hôtels, les villas, vous voyez, on a le goût bien évidemment de l'exotisme. Voilà, la villa vénitienne, la villa flamande. Et donc vous avez une espèce là, je pense que c'est inhérent un peu à ce que recherche Vichy, mais aussi à l'imaginaire des gens qui investissent dans Vichy, c'est l'idée de l'exotisme. Vous voyez, il y a aussi une villa tunisienne, vous voyez, avec des motifs mauresques. La ville doit en quelque sorte non seulement faire sa mue régulièrement pour rester dans la concurrence, pour rester, je dirais, pour renouveler en quelque sorte l'imaginaire, mais avec un imaginaire qui, à Vichy, est fortement nourri d'exotisme pour de multiples raisons, entre autres pour la clientèle internationale, clientèle coloniale, très importante, alors peut-être encore plus dans l'entre-deux-guerres, mais quand même déjà importante, à la fin du XIXe siècle. Et donc des grands hôtels, et vous voyez comment, d'une certaine manière, certains hôtels peuvent jouer véritablement un rôle dans la composition urbaine, celui-ci placé comme à cet endroit-là, pour dire, eh bien, pour justifier aussi l'appellation, parce que Vichy n'a cessé de lancer des appellations publicitaires, le Petit Paris, bien évidemment, ça ne peut que se comparer à Paris, une architecture comme cela. Troisième temps sur lequel je voudrais donner quelques éléments très rapidement, la période Art déco. Il y a quelques très beaux édifices Art déco, car l'entre-deux-guerres est une période assez faste pour le thermalisme. Il y a des stations qui se renouvellent totalement, songez à Vittel. Vous savez, on a une magnifique galerie de promenoirs à Vittel, avec des ferronneries 1905, magnifiques et tout. On les emballe dans le béton, parce que désormais, il faut que tout soit blanc, tout soit hygiéniste. Et les monuments historiques ont eu cette idée, je ne la qualifie pas, cette idée assez quand même étonnante, c'est de restaurer une partie de la galerie 1905 parce qu'elle est sous béton, et d'avoir une partie maintenant qui est la partie 1930. Assez étonnant. Alors, à Vichy, vous voyez, ce plan est tout à fait passionnant parce qu'il vous montre, vous voyez comment, quand vous simplifiez le plan de Vichy avec les grandes lignes, ça vient toujours de la gare. C'est pour ça qu'elle est importante d'une certaine. Et puis, alors, vous avez un nouvel établissement thermal, puisque là aussi, il y a encore une nouvelle concession qui va expliquer un établissement thermal, qui va expliquer alors aussi un grand développement. C'est la grande période du développement des sports. Et là, on a le bâtiment du golf, il y a aussi, bien sûr, un hippodrome. On ne peut pas être une grande ville d'eau sans hippodrome. On l'a quasiment défini comme critère. Ah, mais ceux-là, ils n'ont pas d'hippodrome, vous voyez, donc ils ne peuvent pas faire partie de la série. Bon, certes, c'est important un hippodrome, mais enfin, on est un peu loin des eaux ou de la culture thermale. Mais bon, il fallait trouver des critères. Et puis, un bâtiment tout à fait intéressant qui vient d'être construit en 1935, là, la Poste. Vous allez me dire, oh, bah, la Poste. Oui, mais vous allez voir pourquoi cette Poste est importante. Parce que, je dirais, la ville grossit, il y a tellement d'hôtels qu'il faut une Poste de cette ampleur-là, et surtout avec on appelle ça un réseau téléphonique tout à fait important. Donc voilà, deuxième phase peut-être de ma réflexion, je vous ai donné quelques bribes de l'architecture de cette ville, de son architecture prestigieuse, exotique, qui a encore de beau reste, heureusement. Et puis, je voudrais maintenant insister sur comment, d'une certaine manière, Vichy va avoir une indéniable capacité à construire son nom comme référence, et c'est ce que j'appelle le génie du nom, c'est-à-dire que ce nom va se prêter, si vous voulez, à des utilisations diverses et variées qui vont faire qu'on entend partout parler de Vichy et qu'on voit Vichy écrit partout. Ne serait-ce que sur les bouteilles, puisque c'est un des éléments clés aussi de la notoriété de Vichy. Et je ne résiste pas quand même au plaisir de rester un instant. On est en 1958. Regardez la litanie. La reine des villes d'eau, le rendez-vous du monde entier, la capitale thermale, séjour enchanteur, étape idéale, je passe la suite. Et maintenant, on pourra rajouter patrimoine mondial. Vous vous rendez compte, hein? Donc, on voit que la ville, de manière très volontariste, met l'accent. On est en 58, c'est-à-dire que le thermalisme n'est pas encore en crise, mais il ne va pas tarder à entrer en crise, et il ne se remet pas si facilement, le thermalisme de luxe.
après la guerre. Il ne se remet pas si facilement. Heureusement que la Sécu va suivre, hein, parce que sinon, des villes d'eau, même comme Vichy, n'auraient pas tenu le coup. Donc, intéressons-nous à l'image que Vichy va créer. Ils vont énormément... Alors, d'ailleurs, qui la compagnie fermière. Parce que qui a de l'argent, en quelque sorte, pour faire ce genre de promotion, cette construction de l'image? Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est la compagnie fermière qui détient les clés de tout ça, à la fois l'argent, mais aussi, d'une certaine manière, c'est elle qui a intérêt à vendre cette image de Vichy. Bien sûr que la municipalité ne va pas s'en plaindre, mais elle n'est pas toujours, je dirais, un acteur fondamental à cette époque-là. C'est la compagnie fermière, vraiment. Alors, il y a des centaines d'affiches pour Vichy. Il y aurait quasi une thèse à faire rien que sur les affiches de Vichy pour voir comment on construit cette image au fur et à mesure, voyez, avec, je dirais, des poncifs, des poncifs évidemment de l'architecte, de l'affiche 1900, hein, voyez. Alors, beaucoup d'affiches liées au chemin de fer, bien sûr, puisqu'on vient à Vichy surtout en train, hein, à cette époque-là. Et puis, alors j'ai quand même voulu mettre une affiche beaucoup plus récente, 1951, où là, ils n'ont pas froid aux yeux quand même. Hein. On est au lendemain de Pétain, hein, capitale thermale. Hein. Capitale, à ce moment-là, ça résonnait quand même peut-être un petit peu différemment dans la tête, dans les oreilles de pas mal de gens. Mais voyez, je dirais, cette variété, avec peut-être la dernière est encore plus intéressante parce qu'elle met en jeu, regardez, on pourrait l'analyser pendant des heures, une statue de femme. Inutile de vous dire que c'est toujours une femme qui est sur les affiches quasiment, mais tennis, hippodrome, golf, il y a quand même le verre mesureur, oui, parce que depuis que c'est devenu médical et scientifique, on a des verres mesureurs, parce que vous savez qu'au XVIIIe siècle, ils buvaient 10 litres d'eau, puis après ils disaient, ça a un effet vraiment laxatif. Hein, alors qu'il est connu que les eaux de Vichy, normalement, ne sont pas laxatives. Alors là, je ne rentre pas trop là-dedans, en plus il y a des chimistes, elles sont bicarbonatées sodiques. Vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. Hein. Alors, donc, avançons un petit peu. Et donc, fin 19e siècle, la ville décide donc de se promouvoir au rang de reine des villes d'eau. Alors, Aix-les-Bains a aussi essayé, enfin d'autres, hein, bien sûr, ou reine des Pyrénées, quand vous ne pouvez pas être la reine de l'île d'eau, on va être la reine. Et voici des exemples, si vous voulez, de cette promotion qui se fait à travers des guides. Vous voyez, Vichy, reine des villes d'eau, 1912. Cet autre guide est très intéressant. Non pas, son image n'est pas intéressante, mais je l'ai retenu parce que, vous voyez, il annonce d'emblée les 3 composantes d'une ville d'eau. On est en 1912, hein, parce qu'on dit toujours les sports et tout ça, c'est l'entre-deux-guerres. Non. Dès la fin du 19e siècle, les sports vont jouer un rôle fondamental dans l'image de Vichy. Donc Vichy, reine des villes d'eau, Vichy thermal, Vichy mondain, Vichy sport. Je vais décliner, si vous voulez, un petit peu ces 3 aspects, et vous allez comprendre comment ils sont complètement intriqués les uns avec les autres dans l'image même qui se construit de Vichy. Car certes, c'est peut-être la bouteille d'eau de Vichy qui diffuse le plus l'image et le nom de Vichy, mais il n'empêche qu'il y a un imaginaire de la ville, ce n'est pas que de l'imaginaire d'ailleurs, qui est vraiment rattaché à des opérations publicitaires, des opérations de promotion, et le renouvellement incessant même de l'architecture fait partie de ce processus. Mais toutes les villes d'eau en sont là, et celles qui n'avaient justement pas les moyens de se renouveler à longueur de temps, de construire un nouvel établissement thermal qui soit à la fois plus adapté aux nouvelles formes de thérapie, si vous voulez, ou bien un nouveau casino qui soit pas seulement un casino ringard du Second Empire, mais un casino 1930. Enfin, on voit bien là qu'il y a une course, en quelque sorte. Alors, la petite affiche au centre est tout à fait intéressante, parce qu'on essaye aussi de faire reconnaître donc, cette royauté dans le reste de l'Europe, donc on parle anglais. Vous aurez noté Watering Places. La série en anglais, oui, parce qu'évidemment, on a soumis la série en anglais. Vous imaginez avec des Allemands, des Tchèques, des Anglais, ce n'est pas le français qui a été choisi. À l'UNESCO, on aurait le droit. Hein. On présente des projets à l'UNESCO en français. C'est une des langues reconnues de l'UNESCO. Mais il semblait évidemment plus judicieux. Or, on ne dit plus du tout Watering Places. On dit spa, town.
D'ailleurs, le titre exact au départ, quand on a travaillé pendant des années, c'était The Great Spas of Europe. Et Icomos, dans sa sagesse, a dit « Ah, quand même, en anglais, il y a un problème. Il n'y a pas de problème en français. Les grandes villes d'eau, il y a ville, pas de problème, ville d'eau. Mais en anglais, il y a un problème. Et là encore, à la dernière minute, il va falloir que j'actualise toutes mes informations, toutes mes diapositives. Great Spa, Towns of Europe. Non, vous voyez, quand même, c'est des institutions qui pensent, qui servent à quelque chose. Et voilà. Alors, le Vichy thermal, je ne vais pas trop y insister, si ce n'est qu'il y a une énorme évolution dans les soins. Vous savez que Vichy, ça a toujours été la boisson, bien sûr, elle est très célèbre, mais aussi, bien sûr, les bains. Alors, donc, vous avez en bas, là, un type de douche qui, dans des tas de pays du monde, s'appelle la douche de Vichy. Parce qu'il faut aussi essayer d'être le premier ou connu sur le plan thérapeutique. Et puis, on invente alors à cette époque-là tout un tas de trucs extraordinaires, la mécanothérapie, l'électrothérapie, enfin, tout ce qui sort. Vous savez qu'il y a des villes d'eau qui se vantent à l'époque d'avoir de l'arsenic dans leurs eaux, d'être radioactives, ils ont des eaux radioactives et c'est sur les affiches. Hein, radioactive, ça va vraiment être puissant. Et donc, les soins, je dirais, bon, ça fait partie évidemment de la promotion, mais ce n'est pas sur ce plan que se fait l'essentiel de la communication de la compagnie fermière à cette époque. C'est évidemment le Vichy mondain qui, et c'est vrai, peut se vanter d'avoir des saisons musicales, d'opéras absolument faramineuses. Il n'y a que Paris. Et un peu Monte-Carlo, si vous voulez, quand même aussi, qui peut être équivalent en France. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous voyez, par exemple, certaines créations Roma, qui a fait Roma? J'ai un doute tout d'un coup. Ce grand compositeur italien. Bon, enfin, la création française est à Vichy. Vous voyez, des fois, ce n'est pas obligatoirement à Paris. Alors, on passe ici de la rotonde qui était au-dessus de l'établissement thermal sous le Second Empire, vous voyez, la salle de bal. Ah bien, ces casinos, salles de jeu, les promenades le long. Parce que les environs de Vichy n'offrent pas autant d'opportunités que les environs d'Aix-les-Bains, par exemple. Hein, donc il faut réussir à trouver, en quelque sorte, des activités qui concentrent les gens sur Vichy. Vous voyez, Vichy, comité des fêtes, avec une fête donc vénitienne, les concours d'élégance, voilà. Et c'est cela qu'on s'efforce en quelque sorte d'inculquer, c'est ça Vichy. La réalité, les historiens la connaissent bien, elle est beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'il y a cette dimension internationale, ce thermalisme de luxe, mais la ville reçoit aussi, peut-être s'il y a un moment où il y a à peu près 200 000 curistes, je pense qu'il y a 180 000 qui sont des braves bourgeois comme vous et moi, sauf s'il y a parmi vous des aristocrates. Donc, on joue évidemment sur un fantasme, hein, et on va bien sûr avoir aussi le défilé de toutes les vedettes. Bon. Alors, voilà un exemple, si vous voulez regarder les programmes que l'on produit chaque année, toute une évolution. On pourrait faire toute une évolution sur évidemment la femme, la libération progressive évidemment du costume de la femme, le casino. Oui, ça c'est une affiche PLM, hein, c'est-à-dire que pour faire de la pub pour Vichy dans les gares, on met le casino, c'est pas la buvette. Alors oui, ça, vous voyez le Figaro, la saison de Vichy. Mais quand vous regardez de près, hein, et j'ai un collègue auquel je me référerai beaucoup qui a fait le travail dans les archives. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui publi-reportage. Ils achètent une page entière du Figaro et ils font leur présentation, vous voyez, le casino, l'intérieur du casino et l'établissement thermal quand même. On est vraiment dans le publi-reportage et avec toujours, c'est pas lisible, mais la reine des villes d'eau. Hein. Bon. Alors, Vichy Sport, très très important puisqu'encore aujourd'hui, Vichy joue vraiment beaucoup la carte du sport et de la complémentarité en quelque sorte du thermalisme et des activités sportives. Hein, c'est quelque chose de très qui se développe. Alors,
certes dès la fin du XIXe siècle pour certains sports, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, avec cette mutation qui va s'opérer justement aussi dans les comportements, dans les activités. Et Vichy est toujours, je ne dirais pas à l'affût, parce que parfois peut-être les villes d'eau ont joué un rôle fondamental justement dans l'intégration de certaines pratiques sportives, et on va le voir aussi pour les cosmétiques, évidemment, parce que c'est parallèle. C'est tout à fait parallèle quand on commence à penser autrement, si vous voulez, par exemple le maquillage ou les soins de peau. C'est évidemment plutôt dans cette période où parallèlement se développent les activités sportives ou un certain retour à des postures naturelles ou des choses comme cela. Alors, le nom de Vichy va être repris dans le monde entier. J'ai un collègue, toujours ce fameux collègue, qui a fait la liste. Enfin, il y a bien une vingtaine de sources dans le monde qui s'appellent Vichy, sans autorisation évidemment de Vichy. Ça, c'est de la concurrence déloyale. Mais il y en a qui vont très loin, en particulier en Catalogne. La petite station, très belle, un très bel établissement thermal 1900, à Caldas de Malavella, eh bien, c'est Vichy catalane, et vous avez sur les bouteilles Vichy catalane, et Vichy catalane s'est répandu à travers le monde, aux grandes dames évidemment de Vichy. En même temps, ça montre bien l'importance de Vichy, puisqu'on l'imite et on reprend ce nom. Et puis, à Antsirabe, qui est une très intéressante station thermale créée un peu dans les hauteurs, au-dessus de Tananarive, excusez-moi, je parle à l'ancienne, Antsirabe, donc évidemment fait pour les Européens, parce que les Français ayant ces colonies, on va essayer de créer aussi des lieux de villégiature, surtout en montagne, dans les colonies, pour que les gens ne soient pas obligés de revenir jusqu'en France, à Vichy en particulier, mais ils puissent avoir tout de même le plaisir des villes d'eau. Alors, l'épisode, le fâcheux épisode de la France de Vichy, du maréchal Pétain, il fallait tout de même lui faire une place, non seulement dans mon exposé, mais même dans la candidature UNESCO, avec peut-être cette nuance que c'est surtout nous, Français, qui n'arrivons pas à le digérer. Parce que je doutais bien que j'avais tous mes collègues étrangers venant d'autres pays, et que quand je leur disais Vichy, ils ne pensaient... Alors ils me dire oui, mais vous étiez dans le milieu du thermalisme, ainsi de suite. Mais ils ne pensaient pas obligatoirement tout de suite à Pétain. Tandis qu'en France, dès que vous dites Vichy, la plupart des gens pensent Pétain. Et au ministère de la Culture, il y a des gens qui ont dit « Moi, vivant, Vichy ne sera jamais au patrimoine mondial. » Vous imaginez l'effet que ça va faire dans le monde, la France qui propose Vichy au patrimoine mondial. Vous voyez l'ambivalence. C'est quand même un complexe éminemment français. C'est une histoire certainement pas à évacuer ou à gommer, mais qui est à intégrer justement dans cette histoire extraordinaire de cette ville, parce qu'au bout du compte, la présence de Pétain à Vichy a joué aussi en faveur de la notoriété de Vichy. Et vous voyez le magnifique opéra que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, il va accueillir l'Assemblée nationale avec Laval qui est là, vous voyez. Bon. Pourquoi Vichy ? Eh bien, pour une raison que je vous ai déjà laissé entendre peut-être tout à l'heure, les hôtels. Il fallait caser, vous savez, tous les ministères, tous les sous-secrétariats associés à cela, et toute la suite du maréchal. Où les amener ? Ce n'est pas évident du tout de trouver une ville en zone nono, normalement, enfin, au moins nono au début, non occupée, donc, et qui surtout puisse présenter des infrastructures capables d'assumer le rôle de capitale d'une France certes coupée, mais d'une France quand même. Et le terminal téléphonique installé dans la nouvelle poste a été un argument fondamental pour avoir autant de lignes, autant à disposition, et des lignes déjà aussi habituées à l'international, comme on dit. Donc voilà, j'ai choisi une image qui n'est pas totalement neutre, puisque là, vous avez le maréchal donc, à l'hôtel du Parc. Vous savez bien que c'est là qu'il habitait, il y a beaucoup d'évocations, un film. Et là, il est descendu de l'hôtel, il a juste traversé l'avenue pour aller saluer les maires de France, puisque c'est le jour de la fête des maires, et le maréchal donc prend un bain de foule au milieu des maires.
Comme c'était un peu plombé avant, je vous ai mis une image plus sympathique. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh ben oui, la fameuse robe Vichy. Alors, je ne vous le ferai pas toute, hein, les carottes, non. Mais il n'empêche que ça... Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi il était nécessaire d'évoquer tout de même donc, le tissu Vichy et comment l'évoquer, si ce n'est grâce évidemment à notre actrice préférée. Hein, c'est un montage que j'ai trouvé sur Internet tel quel. Hein, je vous le livre comme ça, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des droits ou quoi. Vous savez, dans toutes ces affaires-là, le copyright, vous allez voir tout à l'heure, c'est compliqué les copyrights pour Vichy. Donc, important, une espèce aussi de diffusion populaire, de revalorisation dans les années 50-60, du nom Vichy qui va encore, si vous voulez, être porté, mais sur un tout autre terrain que celui que nous venons d'évoquer. Alors, pour terminer, troisième phase de cette réflexion, comment Vichy devient une marque en quelque sorte. Toutes les villes n'ont pas vocation à devenir des marques, mais il se trouve que Vichy a une vocation qui naît assez tôt d'être une marque, entre autres parce que les sources appartenant à l'État s'est défendu. Et au bout d'un certain temps, a compris qu'il devait, je dirais, défendre même le nom de Vichy. Alors, ici, je vous ai mis une image typique avec une pastille, parce que là encore, la pastille comme ambassadeur, évidemment, de l'identité de Vichy. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'histoire des pastilles, mais il faut en écrire 150 pages, tellement c'est énorme. Les concurrences, les pastilles qui ne sont pas de Vichy, mais du bassin de Vichy. Même encore aujourd'hui, les pastilles moinées ne sont pas de Vichy même, mais du bassin de Vichy. Et ils ne peuvent pas mettre Vichy tout seul. Légalement, ils n'ont pas le droit. Parce qu'on défend ses eaux, qu'est-ce que vous croyez? Donc, et qui défend ses eaux pendant longtemps? C'est l'État. Donc, il y a quand même les moyens. L'histoire de Vichy, je vous ai dit, hein, avec ces trois acteurs, c'est donc évidemment aussi une histoire qui s'écrit essentiellement au tribunal. Hein, puisque à longueur de temps, procès contre M. Larbaud, qui a fait un forage et qui dit Vichy Célestin, alors que procès contre les pastilles machin. Parce que c'est l'État hein, qui est derrière aussi les pastilles. Il ne faut pas croire que c'est des privés qui... Non, non, c'est encore l'État qui est derrière. Les sels de Vichy. Formule géniale, puisque, si j'ai bien compris, parce que là, on rentre de nouveau dans la chimie, les sels de Vichy, c'est des trucs de bicarbonate de sodium, c'est ça, qui sont dans des... qu'on peut obtenir en sel et qu'on peut utiliser un peu partout. Si bien que tout un tas de pharmaciens ou de marchands de bonbons mettaient des sels de Vichy, et puis faisaient leur pub et mettaient celle d'eux en petit Vichy. Vous voyez, enfin, procès à longueur de temps. Donc, ici, c'est assez amusant parce qu'il y a eu une résurgence. Parce que pendant une période, peut-être, il m'a semblé que les pastilles avaient un peu disparu, si vous voulez, que c'était pas très valorisant. Et là, la ville, sans doute des communicants de la ville, se sont dit tiens, et si on relançait l'image de marque, le logo? On est quasiment là face à un logo, bien évidemment, de la ville de Vichy. Alors ici, des points historiques, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais voyez, par exemple, je commence en 1953 parce que c'est la grande concession qui va créer la compagnie fermière, hein, qui a été renouvelée, voilà, toute cette fois. Je retiens une chose, 1893, dépôt de la marque Vichy-État, alors pas la compagnie fermière, mais puisqu'il est concessionnaire de l'État. Hein. Vichy-État a déposé avec, on va le voir tout à l'heure, déjà un logo. C'est la petite pastille bleue avec écrit Vichy-État. Non, ça ne vous dit rien? Vous êtes trop jeune. Alors, donc, mais 1893, déjà, on dépose une marque pour la défendre. Hein. Et j'ai choisi, évidemment. Après, qui nous intéresse plus parce que je vais y venir. 1931, création de la Société d'hygiène dermatologique de Vichy, avec comme nom et comme slogan Vichy, source de beauté. Là, vous voyez tout à coup se profiler quelque chose de nouveau, un usage qui était connu. On savait qu'en particulier la source Lucas était très bonne pour la peau et des gens venaient pour soigner la peau. Mais on ne l'avait pas encore exploité. Et d'ailleurs, la compagnie fermière n'y a pas trop cru au début, si bien que ce sont messieurs Guérin, qui est un pharmacien, c'est un industriel, et Prosper Haller, c'est le
c'est un médecin, lui, qui justement gérait la source Lucas, vont créer une société qui va poser beaucoup de problèmes par la suite un peu à la compagnie fermière, parce qu'elle va prendre une certaine ampleur. Et puis, quand ils vont s'apercevoir que la dermatologie, ce n'était pas une mauvaise idée du tout, eh bien, il y a cette société qui va être reprise par L'Oréal dans les années 50. Et vous voyez l'origine de l'affaire de Vichy aujourd'hui. Vous savez, les produits Vichy, c'est L'Oréal. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont débarqué. Ils étaient là dès les années 50. Et alors, je vous passe toutes les ventes et reventes et ainsi de suite. J'insiste seulement sur la fin du processus. Vous voyez, là, la Société Nouvelle des Pastilles, c'est qu'on oblige tous les marchands, tous les fabricants de pastilles à se regrouper sous la houlette en fait, de la compagnie fermière. C'est la lutte incessante. Nouvelle concession en 88, on crée des nouveaux termes, et surtout, Vichy, Célestin, Thermal, Spa et Hôtel. Ah, le mot spa a été lâché. Évidemment, désormais, il n'y a plus une ville d'eau qui ne vous offre le spa. Sauf que le spa, maintenant, vous le trouvez partout. Vous le trouvez dans toutes les chaînes, c'est devenu... Imaginez la ville de Spa fait partie de la série des 11. Évidemment, c'est la moindre des choses, tout de même, que de rendre à Spa ce qui lui revient. Mais eux, alors, comme problème onomastique, quand je parle du génie du nom, ah oui, génial le nom Spa. Mais vous croyez qu'il y a des gens qui savent qu'il y a une petite ville au fin fond des Ardennes belges qui s'appelle Spa? Bien sûr que non, c'est un mot anglais. Ben, c'est très bien, mais voilà. Et donc cette pauvre ville essaye de temps en temps de dire « Oui, mais c'est nous, Spa ». Ils n'y arrivent pas, c'est absolument évident qu'ils n'y arriveront pas. Parce que, je veux dire, en particulier dans le monde anglo-saxon, le mot est devenu omniprésent. Bien, mais donc je voulais vous rendre sensible au fait que, évidemment, Vichy s'y met aussi, avec Vichy, Célestin, Thermal, Spa et Hôtel, et L'Oréal installe ses laboratoires justement dans ce nouvel ensemble thermal et hôtel, associé, bien évidemment, puisque c'est un peu la conception qu'on avait déjà autrefois en Europe centrale, c'est-à-dire que le curiste, finalement, il peut quasiment pas... il peut, si, mais il n'a pas besoin de sortir. Il reste de l'hôtel, les thermes, le spa en bas, voyez. Et donc, l'évolution est assez intéressante parce qu'il y a plusieurs directions. On abandonne compagnie fermière et ainsi de suite au profit de compagnie de Vichy. Vous avez vu, j'ai mis le petit R, je respecte. J'ai mis le petit R. Et cette même société crée Vichy Spa International, là aussi phénomène très très intéressant, qui crée des hôtels spa au Maroc, au Qatar, et paraît-il aussi, alors là ça c'est quand même la grosse surprise, et j'ai encore pas trouvé d'éléments sur... Parce qu'ils ont lancé ça en 2018. Évidemment, depuis, vous savez ce qui s'est passé, donc certains des projets ont peut-être été un peu retardés. Et il y aura un projet à Marienbad. Alors là, si Vichy arrive à s'implanter... Marienbad qui fait partie des 11, quand même. L'année dernière à Marienbad, évidemment, ça suffirait à justifier la présence de Marienbad, qui n'a pas été tournée à Marienbad, comme vous le savez, mais à Nymphenburg en Bavière. Mais bon, c'est l'imaginaire français du thermalisme. Et donc, c'est très intéressant cette société, si vous voulez, qui a créé une série, est en train de créer des établissements thermaux, enfin voilà, là je date avec ce terme, des thermal spas, évidemment, dans différentes régions du monde, avec une catégorisation, si vous voulez, ça se traduit en étoiles. Les Vichy Thermalia Spa, et les Vichy Célestin Spa, ça c'est le haut de la gamme. 5 étoiles. Les autres n'en ont que 4, je crois. Et ce qui est pour moi, vraiment très, très... c'est qu'on a toujours Vichy quand même dans l'affaire. Ils ne se contentent pas de créer des spas, mais ils vendent d'une certaine manière la marque Vichy. Vous me direz, ils sont à bonne école. On a tout de même le Louvre à Abu Dhabi. Pourquoi on n'aurait pas le Vichy à Moulay Yacoub? Donc, non, c'est tout à fait justifié, c'est le rayonnement de la France. Bon, je passe sur l'historique, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Et je voudrais me pencher sur... Voilà le logo Vichy-État, qui était sur toutes les bouteilles, sur toutes les boîtes de pastilles.
Et là, c'était une sorte de garantie, en quelque sorte. Vous imaginez, vous mangez une pastille, mais vous avez la garantie de l'État, hein, contrôlée par le gouvernement. Si j'avais le temps, j'aurais développé quelques réflexions sur un texte de Vicente Blasco Ibáñez qui s'appelle Oriente, mais pas traduit, mais qui ouvre son livre. C'est un voyage qui l'emmène jusqu'à Istanbul. Et il ouvre son livre sur une pérégrination de la bouteille de Vichy. Vous voyez ? Très, très intéressant. Et il va à Vichy. Et là, d'ailleurs, la description est... c'est Sodome et Gomorre, hein, Vichy pour lui. Hein. Mais il y a 2 chapitres entiers du livre sur Vichy qui s'appellent, je l'ai signalé, Aguas y Musica et Las Mesas Verdes, c'est-à-dire l'eau et la musique et les tables vertes. Donc, toujours cet imaginaire Vichy mondain, le jeu, la musique, et ainsi de suite. Mais le texte est très, très, très intéressant et j'ai juste retenu cette petite citation que Vichy peut évidemment rivaliser largement avec Paris sur le plan de l'attirance pour les étrangers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce type de publicité, ces plaques, ces étiquettes et ainsi de suite, n'ont pas été conservés par la compagnie fermière, mais par des collectionneurs. Il y a heureusement des collectionneurs qui se sont acharnés à retrouver toutes ces choses, qui sont passionnantes pour faire une étude justement des résonances et des représentations qu'il y a autour du nom de Vichy. Alors, vous voyez, sur les pastilles, Vichy État, même écrit largement en très gros. Ici, voilà les fameux sels naturels de Vichy. Vous voyez, on vend aussi ces sels dont l'usage est très répandu, ça sert un peu à tout et à n'importe quoi. Je m'attarde un instant sur cela parce que nous entrons vraiment dans notre problématique des produits de beauté, des cosmétiques. C'est Vichy État qui se dit tout de même, bon, on a déjà raté la dermato, mais il ne faut peut-être pas qu'on rate le dentifrice. Et cette magnifique pub des années 30, vous voyez, pâte et poudre dentifrice, Vichy État. C'est quand même assez extraordinaire comme nom de marque. Et pourquoi l'État fait ça, enfin, pourquoi la compagnie fait cela au nom de l'État dont elle est le concessionnaire? Mais c'est qu'il y a une prolifération dans tous les coins, tous les pharmaciens, il y a même des vautours qui viennent d'ailleurs et qui s'installent à Vichy pour créer des produits de beauté, des produits comme cela, avec de l'eau de Vichy, parfois même, soi-disant, de l'eau de Vichy. Parce qu'à l'époque, on ne contrôle pas. Et quand la compagnie fermière va encore mettre son nez dans cette affaire, on va s'apercevoir qu'il y a plein de produits dans lesquels il n'y a pas une goutte d'eau de Vichy. Mais on vend le nom. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, la société dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la société d'hydrologie, d'hygiène, dermatologique, est sans doute une des plus intéressantes opérations parce qu'elle a fonctionné. Alors, ils avaient un problème. Il y avait la source Lucas, certes, mais la source Lucas ne pouvait pas être reprise. Elle faisait partie du domaine de l'État. Donc les industriels, l'industriel Guérin, qui s'était lancé dans cette affaire, va s'associer quand même avec le médecin de cette source. Et puis, pour avoir un pied dans Vichy, parce qu'on leur reprochait évidemment de vendre... Plein de choses ne se font pas à Vichy, les sièges de ces sociétés ne sont pas à Vichy... Alors, ils ont voulu s'implanter à Vichy et ils ont racheté l'ancien Carlton. Et on est sur la grande promenade, l'ancien hôtel Carlton, dans lequel ils ont fait un institut dermatologique. Et cette stimulation a été telle que pendant un an, à l'établissement thermal officiel de la compagnie fermière, on a même aussi essayé d'implanter un institut. C'est le début des instituts de beauté dans ces endroits-là, si vous voulez. Ça, il me semble que c'est très, très intéressant. Et vous voyez, il y a un collectionneur qui a retrouvé Vichy, source de beauté. Cette pub aussi, elle est magnifique. Hein, et alors, il y a aussi des... Voilà, ça, c'était un peu des charlatans. Le nom est extraordinaire. Le véritable dentifrice Vichy des révérends pères Célestins. Il faut quand même l'inventer. Hein. Mais il y en a plein comme ça. Hein. Voilà, donc, il y a là, si vous voulez, à mon avis,
Alors, est-ce que c'est, comme l'évoquait Anne-Marie tout à l'heure, on va en discuter peut-être, un véritable tournant dans le fait que la ville d'eau serait, je dirais, sauvée par cette nouvelle... Ça fait partie de tout un ensemble de choses. Non, il y aurait toute la question du bien-être, médecine douce, à mettre en parallèle. Mais indéniablement, l'émergence... Alors, dans le cas de Vichy, pourquoi? Parce qu'il y a évidemment une eau qui passait pour déjà être favorable aux soins pour la peau, et depuis toujours. Vous comprenez que certaines eaux qui sont purement pour l'urologie ou je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas trop vendre des produits de beauté. Et voilà le Vichy Célestin Spa Hôtel, inauguré en 1993. Vous voyez l'ambition de Vichy. Le premier projet, on le demande à Jean Nouvel. Remarquez pourquoi pas Dax. Vous voyez la concurrence. Dax a construit un nouvel établissement thermal dessiné par l'équipe de Jean Nouvel. Donc vous voyez ce qu'on vise. Hein. On est bien, je pense, dans ce processus que j'évoquais, le Louvre Abu Dhabi, pardon, et toutes ces opérations, si vous voulez, où certains architectes quand même jouent un rôle important. Eh bien, on se tourne vers Jean Nouvel. Bon, ça ne se fera pas, et ainsi de suite. Donc voilà le type de bâtiment que l'on construit sur le parc. Hein, sur le parc. C'est un emplacement, on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait construire à cet endroit-là. Alors, ça, c'est toute la partie thermale, bain, soins, hein, avec, vous avez l'intérieur ici, et puis vous avez une passerelle au-dessus du boulevard qui vous amène à l'hôtel, hein, puisque les deux sont totalement liés. Alors, à l'intérieur, vous avez les laboratoires, puisque le nom même de cette société qui appartient à L'Oréal, c'est Vichy Laboratoire. Hein, l'idée aussi du laboratoire me semble intéressante en termes de promotion du produit de beauté qui n'est pas simplement un remède de bonne femme, mais qui sort d'un laboratoire. Et je vous ai évidemment décliné un petit peu, je ne les vendrai pas à la fin, mais quelques produits donc avec le V. Vous voyez le V, c'est devenu, hein, on retrouve le fameux V un peu partout dans la gamme de Vichy, avec deux V, soit simples comme ça, soit avec cet effet comme si c'était de l'eau qui jaillissait, et puis il y a cette... alors là, je ne sais pas si j'avais le droit de le reproduire. Je ne sais pas. Tant pis, je le fais, je prends le risque. Avec ce mannequin, mais dont j'ose pas dire, c'est la sœur de Laetitia Casta, c'est pas gentil pour elle quand même, j'ai oublié son prénom. Qui est donc une des égéries de Vichy, puisqu'elle a... Pardon? Ah, oh, mais vous m'en direz tant. Ah, mais bien sûr, comment? Mais je n'avais pas fait la jonction. Mais voilà. Donc, conclusion, des identités qui ont l'air multiples, mais qui ont quand même tendance, je dirais, à converger, hein, dans cette espèce de fourre-tout qu'est la notion... qui n'est pas la notion, c'est pas une notion, qui est le nom de Vichy, avec des usages qui sont assez extraordinaires tout de même. Alors, je vous ai remis un petit Vichy-État classique, régulier, patenté 1893, hein, quand même, avec... Mais ça aussi, c'est quand même extraordinaire d'oser faire ça après la guerre, vous voyez, hein, les couleurs. Ça, c'est le logo de la ville de Vichy, qui lorgne de ce côté-là, parce que de plus en plus, on a vu toute une... Alors, est-ce que c'était une opération à un moment où ils tentaient le coup? Parce que vous savez que les villes ne cessent d'essayer de trouver des logos, de trouver... Hein, puisqu'elles sont toutes dans la communication maintenant. Alors, il leur faut l'image, le logo. Intéressant aussi, c'est la nouvelle forme qu'a pris la compagnie fermière, Compagnie de Vichy, très, très sobre. La seule distinction, c'est l'agrandissement de la pointe du Y, je ne vois pas d'autre chose. Hein. Et alors, évidemment, là, Vichy Célestin, 5 étoiles. Donc, on est face tout de même, je crois, à une prolifération, mais toujours cette concentration sur le nom de Vichy, sur les difficultés indéniables et les tensions qu'il y a entre un laboratoire, Vichy Laboratoire, qui tout à fait légalement utilise Vichy, en payant évidemment des redevances, une ville qui veut absolument affirmer son identité, mais pas seulement en termes de cosmétiques, hein, d'où aussi la déclinaison avec le sport. Vous voyez l'eau comme ça,
Très franchement, je ne trouve pas que ça évoque tellement la source, moi. Ça évoque beaucoup plus l'aviron sur l'Allier que la source. Mais bon, c'est de l'eau, quoi. Hein. Alors, ma surprise en préparant cette conférence, c'est de tomber sur ça. Ça, j'aurais pas osé. Bon, il est vrai que je suis depuis quelque temps un peu brouillé avec l'adjoint au maire de Vichy, donc je ne m'occupe plus trop de ces affaires-là, mais parce que vous voyez, ils avaient lancé, parce que quand il y a candidature à l'UNESCO, il faut soutenir que la population soit aussi enthousiaste et ait envie de devenir patrimoine mondial. Donc ils avaient lancé ça, qui me semblait sobre, et pourquoi pas. Et là, je viens de voir apparaître cela, Vichy et les grandes villes d'eau d'Europe, patrimoine mondial UNESCO, juillet. Oui, parce que vous savez que la nouvelle, c'est le 24 juillet ou quelque chose comme ça, juillet 2021. Et... mais recourir au tissu Vichy, on n'en a pas parlé du tout du tissu Vichy, Brigitte Bardot, on a complètement glissé dans tous les dossiers qu'on a fait sur Vichy, si vous voulez. C'est moi qui les ai rédigés, donc je ne voulais absolument pas qu'on parle de ce genre de choses qui me semblaient dérisoires par rapport, si vous voulez, aux enjeux, patrimoine mondial, et ainsi de suite. Mais la résurgence, alors là, je vais enquêter évidemment pour savoir comment, tout d'un coup, le tissu Vichy a été choisi pour accompagner... Pardon ? Allez-y, 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 on vous enregistre, allez-y, on vous enregistre. Ça vous fait penser à quoi alors ? Bon, on voit tout de suite les cultures, hein, le camembert et le saucisson. Bon. Pas autre chose ? Pardon ? Tati, ben bien évidemment. Mais là, c'est pareil, hein. Il n'est plus aussi présent, ce tissu Tati. Bon, on va arrêter là. Et donc, je vous remercie. Mais vous voyez qu'ils l'ont même décliné sur toujours l'image du casino, bien évidemment, Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont fait un sondage auprès de la population pour savoir qui aimait ça et tout, mais moi, je suis un petit peu troublé qu'on traduise ainsi l'inscription au patrimoine mondial dans cette forme et avec ce motif. Je suis un peu perplexe. Merci, je vous en prie.